Bonjour à tous, bienvenue dans Isère Mag, la version télé du magazine édité par le département de l'Isère. Pour cette émission estivale, on s'est mis au vert, la bonne couleur pour parler de nature et d'environnement et notamment des ENS, les espaces naturels sensibles, les endroits où la nature est préservée pour le plus grand plaisir des visiteurs. Alors avant d'aller visiter justement l'un de ces ENS, je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission en images. Dans cette émission estivale, on va prendre un peu d'altitude pour visiter la tourbière du Peuil sur les contreforts du Vercors, puis direction le massif de Beldonne, traversé désormais par un nouveau chemin de grande randonnée. Et on finira notre visite du département sur les bords du Rhône avec la 38e édition du festival Jazz à Vienne. Et pour démarrer cette émission, je suis avec Marianne Chabert, la chef du service patrimoine naturel au département de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Alors, vu la variété des paysages naturels qu'il y a dans notre département, j'imagine que votre service ne manque pas de boulot. Tout à fait, oui, on a de quoi faire, un réseau d'espaces naturels sensibles assez important maintenant, avec des sites du département, le Marais de Montfort, un site en milieu humide, des sites de montagne comme les Écouges, des étangs comme l'étang de Montjoux, donc ça c'est des sites du département, on s'en occupe de A à Z et on accompagne énormément de communes. Aujourd'hui il y a 124 espaces naturels sensibles qui appartiennent soit à des communes, soit à des associations comme le Conservatoire des espaces naturels, mais la plupart sont des sites des communes. Ça sert à quoi ces espaces naturels sensibles ? La première chose, ça sert pour l'espace lui-même, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'espaces qui ont des espèces à protéger, des espèces rares qu'on retrouve plus beaucoup partout en Isère, voire au niveau national, voire bien plus à l'échelle de la planète. Donc le parti pris en Isère, c'est la protection des zones humides. Donc c'est vrai que ce sont des espaces partout au niveau mondial qui ont disparu, en France comme ailleurs. Elles ont été drainées, on a gagné sur ces espaces pour nos besoins à nous. Donc maintenant, il s'agit un peu de retourner en arrière, en tout cas sauvegarder celles qui restent. Le réseau s'agrandit d'année en année ou on reste sur ce qui est acquis ? Il s'agrandit, oui, tout à fait. On a beaucoup de demandes, notamment des communes, d'espaces qui sont aussi à fort enjeu. Localement aussi avec un patrimoine humain important. L'histoire de ces espaces, on aime bien les raconter. Les gens se les approprient. Ils aiment bien aussi y retourner, raconter à leurs petits-enfants ce qui s'y passait. Donc aussi bien en entretien de l'espace, par exemple l'espace agricole, que le petit bout de lavoir ou l'histoire aussi du site par rapport à son utilisation, les chartreux qui étaient présents sur pas mal de nos sites par exemple. Et puis même si ce sont des espaces préservés, ils sont ouverts au public tout au long de l'année et notamment l'été. C'est ça, donc chaque année, ça fait maintenant depuis 2003, on a une vingtaine de sites qui sont ouverts avec un accompagnement particulier parce qu'on peut découvrir ces sites de soi-même, c'est-à-dire se balader et puis regarder et voir des choses, mais l'accompagnement est important. Il y a des choses qu'on ne voit pas en fait si on n'est pas accompagné, aussi bien des espèces naturelles que l'histoire du paysage, l'histoire de l'homme et comment sont gérés ces sites aussi. Ça c'est très important d'expliquer que il y a des actions qui sont mises en place pour par exemple un marais qui reste ouvert et qui s'en résine pas avec un certain nombre d'espèces feuillues par exemple et qui fait que il y aura plus le cortège d'espèces, papillons, odonades, donc libellules qu'on peut trouver toute l'année du coup sur un certain nombre de nos sites. On va aller les voir, ces papillons, ces libellules, ici au Marais de Montfort. Mais avant cette visite guidée, on va partir de l'autre côté de l'agglomération grenobloise, sur les hauteurs de Clé, les contreforts du Vercors, visiter un autre ENS, la tourbière du Peuil, où le département a investi cette année pour offrir une structure d'accueil aux visiteurs et aux scolaires. Située à 30 minutes de Grenoble, la tourbière du Peuil est un espace naturel sensible très fréquenté. C'est la plus grande tourbière du Vercors et l'une des rares zones humides du massif, un site à l'écosystème très dense. Comme dans toute tourbière, on trouve des espèces qu'il n'y a que dans ce genre de milieu, c'est-à-dire par exemple des plantes carnivores comme les drosera, les grassettes. C'est un milieu humide, donc on trouve aussi tout un cortège de libellules, mais on trouve aussi de nombreux amphibiens, on trouve des tritons. Il y a aussi tout autour une mosaïque de milieux, des prairies sèches, des prairies semi-sèches, de la forêt de moyenne montagne, des haies, des fourrés. Et tous ces milieux, c'est autant de supports pour une faune et une flore très variées.
Des particularités qui font de cet espace naturel sensible un lieu idéal pour la pédagogie. Et c'est dans ce cadre-là que le département propriétaire de la tourbière a décidé de remettre en état la ferme du Peuil. Un des objectifs est aussi de l'ouvrir aux scolaires, notamment les collégiens. Il faut prévoir les jours où les conditions climatiques ne sont pas bonnes. Donc pour ne pas que la sortie scolaire tombe à l'eau, c'est bon d'avoir un lieu où on peut malgré tout faire l'éducation à l'environnement en étant sur place et leur faire voir un certain nombre de choses. La ferme du Peuil est maintenant composée de 2 salles, une salle d'exposition et une salle pour les scolaires, mais également d'un logement pour le berger. Cette ferme est donc un véritable atout pour l'ENS de la commune de Claye qui n'aurait pas pu prendre à sa charge les travaux. La partie la plus basse de Claye est à 260 mètres d'altitude, la partie la plus haute est à 1560 mètres. Donc cette partie intermédiaire avec un ENS, c'est un peu le contrepoids de l'urbanisme que certains trouvent outrancier sur la partie basse, mais c'est de dire il y a de l'urbanisme, mais aussi il y a un moyen d'évasion pour la population ou pour la population de l'agglomération aussi. À l'occasion de l'inauguration de la ferme, le département a également lancé sa campagne estivale d'animation nature et patrimoine qui a lieu jusqu'au 17 septembre. Au total, plus de 160 animations sur les espaces naturels sensibles du département sont proposées. Allez, on passe des contreforts du Vercors à la plaine du Grésivaudan. On va aller visiter l'espace naturel sensible du marais de Montfort. C'est juste à côté de Crolles. Et c'est Emma Perrin qui va nous faire la visite. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes guide espace naturel sensible au département de l'Isère. Ça consiste en quoi ce métier ? Alors ce métier il consiste en fait à vulgariser un peu la nature, donc à apporter aux gens des connaissances mais aussi beaucoup du bien-être, faire découvrir tout ce qui nous émerveille nous, je dirais en premier, et ce qui peut du coup émerveiller les gens aussi dans la nature. Alors là on démarre la visite de cet espace naturel sensible. Vous accueillez quel type de public ? Alors c'est vrai qu'on a des missions très très variées sur cette mission avec le département. On va accueillir à la fois tout ce qui est le public social, donc toutes les associations, les structures qui font du social en Isère, mais aussi sur le week-end le grand public avec des animations qui peuvent être à la fois du coup programmées, donc des visites un peu guidées des sites, mais aussi des animations thématiques tout au long de l'été. Alors Emma, jusqu'à maintenant on était à couvert sous la végétation, là on sort au grand air, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'on arrive ? Donc là, on arrive sur la première plateforme qui se situe donc en face du cœur du marais. Donc la zone de cœur du marais où on trouve les espèces qu'on essaie de protéger. Donc il n'y a pas de chemin à proprement dit qui va dans le cœur. Par contre, tout le caillebotis qui permet de faire le tour, et notamment aux personnes à mobilité réduite. Ce qu'on observe, donc, c'est la chaîne de Beldon, juste en face de nous, et puis derrière, donc, la Chartreuse avec le ruisseau de Montfort et la dent de Crolles qui se situe encore derrière nous. Alors c'est vrai qu'on est dans un cadre de verdure exceptionnel. Emma, ce marais, il n'a pas toujours été là ? Non, alors en fait ce qu'il faut s'imaginer c'est que la plaine du Grésivaudan anciennement elle ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y avait de l'eau, en fait des milieux humides un peu partout, puisque avant on était sur un glacier énorme, donc dans tout le Grésivaudan, puis sur un lac, et du coup il n'y a qu'à partir du moment où on a canalisé l'Isère, donc suite aux crues, qu'on a drainé les terres aussi après le remembrement pour avoir plus de surface agricole, que du coup on a perdu la plupart des milieux humides. Donc ce marais, il a une longue histoire. Il a été d'abord exploité pour la bauche. En fait, on utilisait l'herbe pour le fourrage des animaux. Donc il était entretenu comme ça par les gens. Puis il a servi pendant la guerre à l'extraction de la tourbe, donc pour pouvoir se chauffer. Et puis une fois que tout ça a été un peu abandonné, et avec le remembrement, on a un peu abandonné le cœur du marais, donc qui a commencé à se boiser, à se refermer. Et c'est dans les années 90 que le Conseil général a labellisé donc ENS cet espace et a commencé à le gérer afin de maintenir les milieux ouverts et toutes les espèces qui en découlent. Alors voilà le genre d'informations, j'imagine, que vous donnez aux visiteurs qui ont la chance de tomber sur un guide. Ça se passe comment justement, les visites, notamment pendant l'été ? Donc pendant l'été, on est présent le week-end. Alors on est présent sur les sites, soit en accueil, donc les gens qui passent peuvent nous croiser. On va être posté à différents endroits, soit avec une longue vue, soit avec un petit jeu pour présenter différentes choses. Ou alors ils peuvent s'inscrire à des visites qu'on appelle programmées. Donc là, ils ont tous les détails sur le site internet d'Alp'Isère, donc Isère Tourisme.
Des visites programmées qui peuvent être thématiques. Donc, par exemple, on va avoir une balade comptée ici sur le site de Montfort. On va avoir des visites autour des plantes, des visites autour des insectes. Ou alors des balades programmées qui sont, on dirait, généralistes, où là, on va présenter le site un peu comme je l'ai fait aujourd'hui. Très bien. Des animations donc tout au long de l'été, ici, et puis sur l'ensemble des sites en Isère. On va poursuivre la visite de ce marais dans quelques instants, mais avant ça, on va aller se balader juste au-dessus. Vous parliez de la chaîne de Beldon, elle est là, elle nous tend les bras, et il y a quelques jours, un nouveau sentier de grande randonnée a été inauguré, le GR 738, qui permet de traverser l'un des massifs les plus sauvages des Alpes. Pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver le dépaysement. 130 km de marche à travers une nature préservée peuvent faire l'affaire. C'est le programme de la nouvelle traversée du massif de Beldon, un parcours d'11 jours entre Visil et Aiguebelle dans un cadre naturel et sauvage. Cet itinéraire de grande randonnée vient remplacer le GR 549, mal adapté en termes d'étape. Son nom, GR 738. Dénivelé positif 10 000 mètres, niveau de difficulté élevé. Cet itinéraire de grande randonnée sera réservé aux sportifs confirmés parce que les dénivelés sont très importants. Les paysages sont souvent très minéraux. Il y a quelques cols qui, sans être vertigineux, sont quand même assez raides. Il faut à peu près 11 jours pour le parcourir. On ne rencontre aucun village. On va de refuge en refuge, quelquefois même de cabane de berger en cabane de berger. C'est un itinéraire extrêmement sauvage. C'est la Fédération française de randonnée pédestre qui a la charge de créer les GR. Ici, il a fallu quasiment 1 an et la mobilisation de plusieurs dizaines de marcheurs, des clubs isérois et savoyards, pour baliser le parcours, car la neige est présente la majeure partie de l'année. Une démarche menée en étroite collaboration avec les collectivités locales et le département de l'Isère. Martine Colli, vice-présidente déléguée au sport au département et adjointe à la mairie d'Alvar, se réjouit de cette nouvelle vitrine pour le territoire. Écoutez, c'est un véritable outil de développement touristique, bien sûr. Un lien, et tout à l'heure le représentant de la Savoie le soulignait, c'est un trait d'union entre nos 2 départements, bien sûr. Et puis, c'est un vecteur de développement, en tous les cas aussi pour nos refuges qui voient un afflux de randonneurs avec ce nouveau GR. Aujourd'hui, il existe 343 itinéraires de grande randonnée en France, dont 1504 km de sentiers dédiés en Isère. Le topo de ce GR 738 sortira en 2019. En attendant, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site internet haute-traversée-de-beldon.com ou en page 26 du dernier Isère Mag. On poursuit notre visite de l'espace naturel sensible du Marais de Montfort à Crolles. Je suis maintenant avec Céline, autre animatrice ENS ici sur le site. Céline qui, il y a quelques instants, pendant qu'on se baladait sur les hauteurs de Beldon, a attrapé une libellule. Oui, alors c'est ça. Donc on trouve de nombreuses libellules. Alors là, j'ai une jolie libellule avec les ailes toutes noires, qu'on appelle un caloptérix, qui veut dire jolies ailes. Donc, je vais le relâcher. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres insectes qu'on trouve ici. Il y a beaucoup de papillons, d'insectes pollinisateurs. On trouve aussi des oiseaux qui sont inféodés au marais, comme par exemple, il y a des rossignols, des rousserolles, des cisticoles des joncs. Puis on a également des grenouilles qui sont donc tout le long du fossé. Donc là, vous êtes avec vos outils de travail, j'ai envie de dire. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est un filet à papillons. On peut aussi attraper les libellules comme j'ai fait tout à l'heure. Donc il ne va pas dans l'eau. Par contre, on a d'autres outils qui vont dans l'eau. Donc cette petite épuisette ou des plus grandes pour attraper plus les bêtes qui vivent dans les mares. Donc par exemple des larves de libellules qu'on va trouver dans l'eau. On a aussi des jumelles, des longues vues pour observer plus les oiseaux. Voilà. Après, on a aussi beaucoup d'outils pédagogiques pour montrer aux gens des oiseaux qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir, même aux jumelles, comme le rossignol qui se cache. Donc voilà, on a pas mal de choses comme ça. C'est vrai que quand on se balade comme ça, sans guide, j'ai envie de dire, on ne voit pas forcément grand-chose de ce qu'il y a à observer dans ce marais. Bah oui, c'est vrai que nous, on est là justement pour permettre aux gens qui ne connaissent pas ces espaces naturels de découvrir la nature un peu sous un autre regard.
Qu'est-ce qu'on peut voir de particulier ici par rapport à tous ces insectes, par exemple, qui volent un peu partout ? Alors, il y a des espèces patrimoniales, donc j'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Alors, on a le sentier des papillons. Donc, ce sentier, en fait, il s'appelle comme ça parce qu'il y a des papillons qui sont protégés et qu'on trouve assez rarement. Et donc, on a par exemple l'azuré de la sanguisorbe, qui lui, on va le trouver dans le marais. Et donc, son existence est liée donc, à une plante, la sanguisorbe, qu'on appelle aussi la pimprenelle, et à une petite espèce de fourmi qui va recueillir la chenille et qui va la considérer comme une larve et l'amener dans sa fourmilière, et elle va pouvoir y passer l'hiver et s'y développer. Donc sans cette plante et la fourmi, le papillon ne pourra pas voir le jour au printemps, et donc il sera voué à disparaître. Vous parliez des insectes pollinisateurs tout à l'heure, très important pour la reproduction des plantes. J'en parle parce qu'il y a un article en page 28 d'Isère Mag justement consacré à ces insectes, très utiles pour la nature. Il y a des abeilles ici aussi ? Oui, alors il y a des abeilles, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'autres insectes qui sont pollinisateurs. Il y a aussi les papillons, beaucoup de bourdons. On trouve aussi des coléoptères, comme des cétoines. Et donc c'est vrai que comme c'est un milieu où il y a quand même pas mal de plantes qu'on va trouver, c'est un peu une zone refuge de toute la vallée du Grésivaudan qui est très urbanisée. C'est un peu une zone refuge pour toutes ces espèces pollinisatrices ou autres d'ailleurs. Une petite bulle de verdure à découvrir. Le circuit fait à peu près 2 km, parfois à l'ombre, parfois un petit peu au soleil, et il est en plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Oui, effectivement, c'est une nouveauté pour cette année. Donc, le sentier maintenant, tout le tour est accessible à tout public. Et donc, nous, ça nous permet en semaine, comme le disait Emma tout à l'heure, donc d'amener des groupes pour visiter ce site qui est une richesse au niveau de la biodiversité, donc dans le Grésivaudan. Merci Céline. On va terminer cette émission en partant l'autre bout du département, découvrir un festival, l'un des plus connus en Europe. C'est évidemment le festival Jazz à Vienne. Alors au-delà des grands noms de la scène internationale qui viennent se produire dans le théâtre antique, l'événement est également ouvert aux musiciens amateurs, comme l'a constaté cette année Mathias Arez. Quand l'été pointe son nez à Vienne, c'est le temps des cuivres et du jazz. Dans le centre historique de la cité gallo-romaine, difficile de ne pas tendre l'oreille au son des trompettes et des trombones. Malgré la présence de grosses têtes d'affiches dans sa programmation, le festival fait chaque année la part belle aux amateurs. Il y a toute une part importante de cette programmation qui est dédiée aux formations amateurs et également à des projets pédagogiques qu'on soutient pendant 1 an et qui sont donc programmés sur Jazz à Vienne. Par exemple, derrière nous, on a une formation qui nous vient de Voiron, un magnifique projet autour de la Nouvelle-Orléans. Leur rêve, c'est de partir à la Nouvelle-Orléans. Ils ont rencontré l'année dernière Trombone Shorty. C'était un moment absolument magique. Et donc, c'est un projet qu'on soutient et qu'on est très heureux de soutenir à Jazz à Vienne. Cette formation voironnaise qu'on ne présente plus, c'est le Jules Ferry Brass Band. Avec leur cuivre, les musiciens, parfois hauts comme 3 pommes, enflamment la place du Temple. Je me sentais bien. Tu te sentais bien ? T'avais pas le trac ? Non. D'une sérénité déconcertante. Pourtant, dans le public de Jazz à Vienne, on s'y connaît en matière de musique afro-américaine. En fait, les enfants, ils ne savent pas qu'il y a des connaisseurs de jazz. Et puis, ceux qui jouent, c'est vraiment du jazz, puisque c'est de la musique de la Nouvelle-Orléans. Donc, qui est matinée un petit peu de hip-hop, mais n'empêche que les enfants, ils sont vraiment dans le vrai aussi. Ils sont aussi puristes que les autres. Et puis, ils n'ont pas le trac parce qu'ils ont déjà 20 concerts à leur actif, alors qu'ils sont tout petits pour certains. Voilà. Des graines de jazzman qui ne pouvaient rêver meilleur terreau pour s'épanouir, tout comme les autres amateurs programmés. Ils représentent au total un concert sur 3 pendant toute la durée du festival. Et la ville de Vienne qui ne manque pas d'attrait avec également son patrimoine gastronomique et ses 42 monuments historiques classés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un article sur le sujet en page 30 d'Isère Mag. Retrouvez également dans le magazine la programmation de l'autre grand festival isérois de l'été, le festival Berlioz à la Côte-Saint-André, en hommage au compositeur romantique qui mit en musique l'amour et la passion comme nul autre avant lui. On fêtera les 150 ans de la mort de Berlioz d'ailleurs en 2019. Également
à l'affiche de ce numéro, la nouvelle expo du musée de la Houille Blanche à Villarbonneau. Elle est consacrée à Alphonse Muchat, un affichiste et graphiste du début du siècle dernier, fer de lance du style Art Nouveau. L'expo est à découvrir jusqu'à la fin du mois de septembre. Voilà, c'est la fin également de cette émission. Donc je pose mon Isère Mag. Je vais également poser mon micro. Céline, notre guide nature, m'a confié son filet à papillons. Je vais essayer d'être aussi performant qu'elle. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures iséroises.